On aime tous se faire peur avec des histoires de fantômes ou des légendes urbaines trouvées sur Reddit. Mais au fond de nous, on est rassuré parce qu'on sait que ce n'est pas réel. Mais que se passe-t-il quand l'horreur quitte la fiction pour entrer dans la réalité ? Que se passe-t-il quand la gendarmerie française rédige un rapport officiel sur une maison qui saigne ? Ou quand une caméra trouvée dans les catacombes de Paris filme la disparition inexpliquée d'un homme ? Ce soir, pas de fiction. Les 3 affaires que je vais vous raconter se sont réellement passées, ici, en France et en Europe. Il y a des témoins, des rapports de police et des preuves. Et la dernière histoire est considérée comme l'un des crimes les plus terrifiants et mystérieux de l'histoire européenne. Bienvenue dans la réalité. Nous sommes au début des années 90 à Paris. Sous les pieds des touristes qui se promènent sur les Champs-Élysées, il existe un autre monde, les catacombes. Un labyrinthe de 300 km de tunnels rempli des ossements de 6 millions de Parisiens. L'accès est strictement interdit, mais une communauté de passionnés, les cataphiles, explore illégalement ces souterrains le week-end. Un groupe de ces explorateurs marchait dans une galerie très isolée, loin des parcours touristiques, quand ils ont trouvé quelque chose au sol. C'était une caméra vidéo, un caméscope de l'époque abandonné dans la boue. L'appareil était encore en état de marche, mais la batterie était vide. Intrigués, ils ont ramené la caméra chez eux pour visionner la cassette. Ils pensaient trouver des images de vacances ou d'une soirée entre amis. Ce qu'ils ont vu les a traumatisés à vie. La vidéo commence normalement. On voit un homme, seul, qui explore les tunnels. Il tient la caméra à la main. On ne voit pas son visage, on entend juste sa respiration et le bruit de ses pas dans l'eau. Au début, il a l'air calme. Il filme les murs d'ossements, les inscriptions. Il semble savoir où il va. Mais au bout de quelques minutes, l'ambiance change. L'homme s'arrête. Il filme le fond d'un couloir sombre. Il semble écouter quelque chose. Sa respiration s'accélère. Soudain, il commence à marcher plus vite. Puis, il se met à courir. Il ne court pas comme quelqu'un qui est pressé. Il court comme quelqu'un qui est chassé. Les images deviennent chaotiques. Le son est terrifiant. L'homme halète, il panique, il crie presque. Il ne regarde jamais derrière lui. Il court vers l'inconnu pour échapper à quelque chose d'invisible. Au bout de plusieurs minutes de course effrénée, l'homme lâche la caméra. Elle tombe au sol, l'objectif face à une flaque d'eau. L'image ne bouge plus, mais le son continue. On entend les pas de l'homme qui s'éloigne en courant dans le noir jusqu'à disparaître totalement. Puis, le silence. La caméra a continué de filmer le sol humide jusqu'à ce que la batterie meure. Les explorateurs ont remis la cassette à la police. Mais malgré les recherches, personne n'a jamais pu identifier cet homme. On ne sait pas qui il était, ni pourquoi il a abandonné sa seule source de lumière. Et surtout, on n'a jamais retrouvé son corps. Certains disent qu'il est devenu fou à cause de l'isolement. D'autres pensent qu'il a croisé quelque chose qui n'aurait pas dû être là. Si vous allez à Paris, ne descendez jamais seul sous terre. Vous pourriez devenir le prochain film perdu. L'histoire suivante est sans doute l'une des affaires paranormales les plus documentées de France. Nous sommes en 1986, à Saint-Quentin, dans le département de l'Aisne. Lucie et Jean Belmer vivent dans une petite maison pavillonnaire, tout ce qu'il y a de plus normal. Mais au mois de janvier, leur quotidien bascule. Tout commence par des bruits. Des coups dans les murs, des bruits de casseroles qui s'entrechoquent alors que personne n'est dans la cuisine. Le couple pense d'abord à des problèmes de tuyauterie ou à des voisins bruyants. Mais un jour, Lucie remarque une tache rouge sur le mur de la cuisine. Elle essuie. Le lendemain, la tache est revenue et elle coule. En quelques jours, le phénomène devient incontrôlable. Ce n'est plus une tache,
C'est du liquide rouge, visqueux, qui suinte littéralement des murs de la chambre, de la cuisine et même du sous-sol. Paniquées, les belles-mères appellent la gendarmerie. Imaginez la scène. Des gendarmes français, rationnels, cartésiens, débarquent dans cette maison. Ils pensent immédiatement à une mauvaise blague. Pour eux, c'est évident, le couple veut faire le buzz ou toucher une assurance. Les gendarmes décident de piéger le couple. Ils font sortir les belles-mères de la maison. Ils répandent de la farine au sol dans toutes les pièces. Si quelqu'un entre pour jeter du sang sur les murs, il laissera des traces de pas. Ils scellent les portes et attendent. 1 heure plus tard, ils rouvrent. La farine est intacte. Aucune trace de pas. Pourtant, les murs sont couverts de sang frais. Il y en a tellement que ça fait des flaques au sol. Les gendarmes sont obligés de constater l'impossible. Ils font alors des prélèvements pour analyse au laboratoire. Le verdict tombe quelques jours plus tard et il est glaçant. Ce n'est pas de la peinture, ce n'est pas du sang animal, c'est du sang humain. Mais l'horreur ne s'arrête pas là. Les analyses montrent que ce sang n'appartient ni à Lucie ni à Jean. Alors, d'où vient-il ? Face à l'ampleur médiatique et à la terreur du couple, la maison a fini par être détruite. Lors de la démolition, en creusant sous les fondations, les ouvriers ont fait une découverte macabre. Ils ont trouvé, entassés dans le sol, les restes d'une 50aine de corps. C'étaient des soldats allemands de la Première Guerre mondiale. La maison avait été construite pile sur une fosse commune oubliée. Pendant des années, les belles-mères ont vécu, mangé et dormi au-dessus d'un charnier. Et en 1986, pour une raison inconnue, le sol a décidé de remonter à la surface. Pour terminer, nous partons en Allemagne pour l'affaire non résolue la plus terrifiante d'Europe. Hinterkaifeck. Si vous avez peur d'être observé chez vous, cette histoire va vous empêcher de dormir. Nous sommes en 1922, dans une ferme isolée, coupée du monde par une forêt dense. Andreas Gruber, le père de famille, commence à remarquer des choses étranges. Un matin, après une chute de neige, il découvre des traces de pas. Des traces qui sortent de la forêt et qui vont jusqu'à sa maison. Andreas suit les traces, il fait le tour de la maison, mais il réalise quelque chose qui le glace d'effroi. Les traces s'arrêtent à la maison. Il n'y a aucune trace de pas qui repart vers la forêt. Celui qui a marché là est entré et n'est jamais ressorti. Andreas fouille la ferme. Personne. Mais dans les jours suivants, l'ambiance devient lourde. La nuit, la famille entend des bruits de pas dans le grenier. Des objets disparaissent. Un trousseau de clés de la maison se volatilise. Le matin, Andreas trouve un journal posé sur la table de la cuisine. Un journal qu'il n'a jamais acheté. La bonne de la famille, terrifiée, démissionne. Elle jure que la maison est hantée, qu'elle sent une présence constante qui l'observe. Quelques jours plus tard, une nouvelle bonne arrive. C'est son premier jour. Le 4 avril, les voisins s'inquiètent. Ils n'ont pas vu de fumée sortir de la cheminée depuis un moment. Ils décident d'aller voir. La ferme est silencieuse. En entrant dans la grange, ils découvrent l'horreur absolue. Les corps d'Andreas, de sa femme, de sa fille et de sa petite-fille sont empilés les uns sur les autres, recouverts de foin. Ils ont été massacrés à coups de pioche. La nouvelle bonne et le bébé de la famille sont retrouvés morts dans leur lit. La police arrive et l'enquête commence. Et c'est là que l'histoire passe du drame au cauchemar pur. Le médecin légiste détermine que la famille a été tuée le vendredi soir. Mais les voisins ont vu de la fumée sortir de la cheminée tout le week-end. Ils ont aussi retrouvé les restes d'un repas fraîchement mangé dans la cuisine. Et plus perturbant encore, le bétail avait été nourri. Cela signifie une chose impossible. Le tueur ne s'est pas enfui après le massacre. Il est resté. Il a vécu dans la maison pendant 3 jours. Il a dormi dans leur lit, il a cuisiné dans leur four, il a nourri les bêtes. Tout ça alors que les corps de la famille gisaient à quelques mètres de là, dans la grange. Il vivait probablement caché dans le grenier depuis des jours,
observant la famille d'en haut, attendant son moment. C'était lui, les bruits de pas. Le tueur n'a jamais été retrouvé. L'homme qui vivait dans les murs a emporté son secret dans la tombe. Ces 3 histoires sont réelles. Ce ne sont pas des films. L'homme des catacombes court peut-être encore. La fosse commune de Saint-Quentin est toujours là, sous la terre. Et le tueur d'Hinterkaifeck n'a jamais payé pour ses crimes. Dites-moi en commentaire laquelle de ces affaires vous a le plus glacé le sang. Le sang sur les murs ou l'intrus qui vivait au grenier. Abonnez-vous pour plus d'enquêtes réelles. Et ce soir, vérifiez bien que vos clés sont à leur place.